Le propos de Earle, si on essaie de comprendre ce qu'il veut dire sous le jargon, revient en réalité à affirmer que la cybernétique, ce qu'il appelle la sphère technico-médiale, aurait suscité un malaise, on a vu que c'est son terme, parmi ses contempteurs évidemment, parmi ceux qui la critiquent, parce que les outils théoriques pour l'envisager, cette sphère, ne sont pas à la hauteur de la métamorphose ontologique, ce sont ces mots à lui, ontologique, qu'elle constitue, laquelle métamorphose aurait empêché tous ceux qui la précèdent, Bachelard, Husserl, Heidegger par un autre biais, on va le voir, de se munir de l'outillage conceptuel propre à la critiquer. Voilà comment il le dit encore autrement. Jusqu'à présent, l'attitude théorique n'a pas suffisamment, toujours dans son manifeste de 2008, où il se présente, où il présente son institut et il présente sa pensée. Donc c'est pour ça que c'est un texte important et c'est pour ça que je m'y attarde. Jusqu'à présent, l'attitude théorique n'a pas suffisamment pris en compte ce déplacement de sens, diese Sinnverschiebung, terme très important qu'on va examiner de plus près, on va voir d'où il le tient, et à qui il le pique, qui nous fait passer dans un nouveau milieu technologique non trivial de l'être, et n'en a pas clairement délimité les contours et mis en évidence la latence. Ailleurs encore, l'existence de machines et de médias, enfin un peu plus bas, l'existence de machines et de médias post-classiques qui ne manipulent pas les objets du monde physique comme le font les machines classiques, mais qui traitent de l'information, a irréversiblement désarticulé l'ordre ontologique classique du monde et son régime de catégorisation. On va examiner tout ça un peu plus en détail, je vous montre juste je vous laisse entendre ce qu'il veut dire. C'est le déplacement du sens de la technique, toujours déplacement du sens, Sinnverschiebung, c'est aussi qu'avec malaise, c'est une des notions qui revient le plus souvent. C'est le déplacement du sens de la technique qui a rendu les formulaires conceptuels, Begriffsformulare, transmis douteux, les formulaires conceptuels transmis douteux, il veut parler de la philosophie classique, voire inutilisable, non seulement pour le diagnostic des situations contemporaines, mais aussi pour la traversée des situations antérieures, qui ont toutes été idéalisées. Nous commençons à nous en douter aujourd'hui à la lumière du déplacement du sens technologique, Licht der technologischen Sinnverschiebung, par des moyens contre-techniques et contre-médiatiques, gegen-technisch und gegen-médial. Ainsi, les conditions de la formation du monde actuel et de la phénoménalité contemporaine, les nouveaux modes, il écrit ça en 2008 quand même, faut être naïf pour faire comme si c'était un nouveau monde merveilleux qui n'avait pas encore été exploré et analysé, et critiqué et conçu et envisagé, 2008. Les conditions de la formation du monde actuel et de la phénoménalité contemporaine, les nouveaux modes du politique, du social, de l'économique et de l'esthétique, ainsi que les styles et méthodes modifiés du savoir, échappent encore, dans une mesure étonnante, à leur pensabilité. Il se fout du monde, évidemment, mais c'est ça le cybernéticien. Tout ce que nous avons, ce sont des fragments de nouveaux modes de pensée ontologique et des morceaux d'une épistémologie future qui ne sont pas encore suffisamment développés et regroupés pour comprendre notre situation. Voilà. Évidemment, je vous le redis, ça part d'une profonde entourloupe, dans le style, dans la forme, dans la sous-pensée et dans l'affirmation. C'est que, ne serait-ce que dans la pensée française, on n'a que ça. Des gens qui ont envisagé, des grands philosophes, des grands penseurs, Baudrillard, Derrida, Deleuze, Foucault, évidemment en premier Heidegger, et Debord, on va le voir, je vais citer une longue phrase de Debord, un long passage de Debord, ils se sont tous confrontés à la cybernétique qu'ils voyaient arriver, et ils l'ont tous jugé exactement, et pensé, et médité, et traversé comme elle méritait de l'être. Donc c'est ne serait-ce qu'en France, enfin, par Heidegger. Donc c'est une entourloupe, c'est un mensonge. C'est un mensonge. En 2008, quelqu'un qui dit la cybernétique n'a pas encore été assez pensée parce qu'elle désarticule l'ontologie traditionnelle et la philosophie et le mode de pensée traditionnel qui s'exprime avec des concepts dépassés et obsolètes, c'est ça qu'il est en train de dire. C'est faux. C'est faux, c'est un mensonge. Et c'est faux à double titre. Donc c'est un constat de départ faux, ce constat de départ de Earle, d'une part parce qu'une ribambelle de philosophes de petite envergure, a commencé par les tout premiers cybernéticiens eux-mêmes, dont j'ai beaucoup parlé dans les séances précédentes, et McCulloch, par exemple, qui est son héros un petit peu, puisqu'il le met en vis-à-vis de Heidegger,
se sont passionnés dès son avènement pour la cybernétique, dès les années 40-50. Par exemple, le mécanologue, celui qu'on appelle le mécanologue Gilbert Simondon, qui est une des idoles des philosophes cybernéticiens. Je vais en parler un peu plus longuement tout à l'heure de Gilbert Simondon. Et d'autre part, parce que quasiment tous les universitaires contemporains, donc c'est triplement un mensonge, pour la première raison que j'ai dite, à savoir que les grands penseurs ont pensé la cybernétique et l'ont critiquée comme elle le méritait. Deuxièmement, parce que des tas de petits penseurs, de sous-penseurs, de soupo-penseurs, je ne sais pas comment on peut les appeler, des penseurs qui pensent avec leur soupe, leur jargon, se sont multipliés pour faire l'éloge de la cybernétique. Par exemple, les gens de la revue Appareil qui accueillent Erich Hörl dans son texte de 2008, ou les gens de cet institut dans lequel il niche. Et d'autre part parce que quasiment tous les universitaires contemporains, qu'ils soient philosophes ou pas, aujourd'hui, en 2022, et c'était déjà le cas en 2008, répercutent dans leurs études et leurs recherches, que ce soit des cybernéticiens ou pas proclamés, dans leur manière de procéder universitairement, les procédés synthétiques et combinatoires de la cybernétique. Par exemple, quelqu'un qui semblerait très distinct de la cybernétique, l'universalisme mathématique de Badiou. C'en est un exemple. En réalité, Badiou est un penseur cybernétique. C'est un penseur, j'en ai beaucoup parlé de Badiou, donc je n'ai pas besoin d'y revenir. C'est un philosophe pour tant de cybernétique, y compris dans l'usage qu'il fait de la traduction de ses textes. Et dans son rapport à la vérité, dans son rapport à la philosophie, dans son rapport à la pensée, il est cybernéticien sans le savoir. C'est intéressant, vous voyez, d'envisager les choses comme ça. Ou par exemple, dans un autre domaine, pas complètement éloigné, mais enfin différent de celui de Badiou, aussi contre Heidegger comme par hasard, la généralisation par Faye, par Emmanuel Faye, donc qui est à la tête de la meute des anti-heideggeriens les plus déchaînés, qui considèrent que tout dans Heidegger, pour ceux qui ne le savent pas ou qui ne connaissent pas, qui ne connaissent pas ce courant de sous-pensée cybernétique, hein, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, selon moi, d'anti-heideggeriens, tout dans Heidegger est du nazisme dissimulé, de l'antisémitisme dissimulé et de l'appel à l'extermination des juifs et des humains dissimulés. Tout, depuis être étant jusqu'à ces derniers textes. Alors, ces gens-là, en effet, sont aussi des cybernéticiens au sens où ils synthétisent. Leur sous-pensée est un produit de synthèse qui part d'un fragment de l'existence politique de Heidegger. Tout le monde sait que Heidegger a été un compagnon de route, appelons-le comme ça, philosophique du nazisme pendant quelques années, ou pendant quelques mois. C'est pas nouveau et j'en ai longuement parlé, très longuement parlé aussi, ça fait partie des thématiques principales de ce séminaire. Mais généraliser ce moment de sa biographie et même de sa pensée, ce moment complexe de sa pensée à l'ensemble de ce qu'il y a en amont et en aval de ce moment de sa biographie intellectuelle, c'est un procédé proprement cybernétique. La cancel culture, c'est encore une autre forme de sous-pensée cybernétique, etc., etc. Tout ce qui réfléchit synthétiquement, tout ce qui traverse les siècles à grandes enjambées généralisatrices assistées par ces machines à compiler et à classer que sont les ordinateurs, parce que sans les ordinateurs, ces gens-là ne peuvent pas s'exprimer. Ce que je veux dire, c'est sans le travail d'ordination des ordinateurs. Moi, le travail que je fais, il me semble, c'est un travail que j'aurais pu faire avant l'invention des ordinateurs. Alors, j'utilise aussi beaucoup les ordinateurs pour prendre des notes et pour retrouver mes notes et pour me retrouver dans mes notes. Mais c'est un travail qui existait, classique, on va dire, d'intellectuel classique, qui prend des notes, qui lit des livres, qui prend des notes, qui fait des rapprochements entre ces notes, qui utilise les livres imprimés d'avant les ordinateurs avec des sommaires, avec des index, avec des études qui leur sont consacrées, que moi je trouve en effet aujourd'hui sur Internet facilement, j'ai pas besoin de me déplacer dans une bibliothèque. Mais le travail de pensée que j'accomplis, il n'est pas du tout cybernétique. Il utilise les outils de la cybernétique en toute sérénité, exactement comme le conseil Heidegger, mais il n'est pas cybernétique. Parce que c'est exactement le même travail que je faisais avant d'avoir un ordinateur et qu'ont fait tous les écrivains et tous les penseurs, tous les essayistes avant d'avoir des ordinateurs. Alors que dans ces cas-là de philosophes que je vous cite, leur pensée ne peut pas exister sans ce mode d'ordination des citations, par exemple. Du troncage et du trucage des citations. C'est un procédé de synthèse
qui n'est possible que à l'aide d'un ordinateur. Alors ça pouvait se faire autrefois aussi, bien sûr, mais là ça peut se généraliser et ça peut prendre du volume uniquement parce que c'est fait par ordinateur. Et qu'on n'a même plus, par exemple, besoin de lire un auteur pour écrire un essai sur lui. L'ordination des textes, c'est l'équivalent d'un dictionnaire de citation. Ça vous fournit un dictionnaire de citation. C'est pour ça que seul un travail très minutieux, comme je le fais, d'aller repérer, lorsque quelqu'un fait une citation d'un auteur et qu'il la trafique de manière évidente, ou qu'il la détourne de son sens et du sens de la pensée de cet auteur, c'est très important d'être capable d'aller retrouver le contexte de cette citation et de montrer où est le trucage. Et ça, c'est pas par un ordinateur que vous pouvez le faire. Il faut lire. Il faut savoir lire. Voilà. Et les ordinateurs désapprennent aux philosophes et aux penseurs et aux intellectuels à lire. C'est pour ça que c'est très grave de voir des batteries d'étudiants aujourd'hui à la Sorbonne ou n'importe où en train d'écouter un cours en tapant le cours sur leur ordinateur. C'est évident que, bon, c'est un autre... Bon, c'est pas tellement éloigné de notre propos, mais enfin c'est un autre problème, mais c'est évident qu'ils se coupent de la pensée. Ils se coupent de la pensée. Bon, c'est comme ça.